Dans cet exercice, on s'intéresse au voyage de la mission pour Mars qui a décollé depuis la Terre le 26 novembre 2011 et qui s'est posé sur le sol martien en août 2012. Cet exercice s'intéresse simplement au voyage de cette mission entre la Terre et Mars. Mission qui a emprunté une trajectoire de transfert qui est appelée dans les documents suivants orbite de Hohmann. Cette orbite de Hohmann qui est représentée ici, c'est l'orbite de transfert, c'est-à-dire c'est l'orbite que va emprunter cette mission qui, lorsqu'elle part de la Terre, va permettre à cette mission de rejoindre Mars au point A. Ce document nous indique les positions de la Terre et de Mars à deux instants particuliers, l'instant de départ de la mission depuis la Terre et l'instant d'arrivée de la mission, c'est-à-dire sur Mars. Et nous voyons que lorsque la mission quitte la Terre, Mars occupe cette position M1. Et pendant toute la durée du trajet, Mars décrit cette partie de cette trajectoire, et lorsque Mars arrive ici, eh bien la sonde vient d'atterrir sur Mars. Et la Terre, elle, qui était là initialement au décollage de la mission, eh bien à ce moment-là se retrouve, lorsque cette mission arrive sur Mars, se retrouve ici. Dans cette question, on nous demande d'indiquer sur le schéma le chemin suivi par la mission MSL. Depuis la Terre jusqu'à Mars. Lorsque la mission décolle de la Terre se trouve au point P, et lorsque la sonde arrive sur Mars, Mars est au point A. Donc, le chemin suivi par la mission MSL correspond à cette demi-ellipse. On nous demande d'indiquer les distances R1 et R2. R1 étant la distance Soleil-Terre, le Soleil est ici, la Terre est ici. On peut donc représenter ce rayon R1 comme ceci. R2 est la distance entre le Soleil et Mars, distance qu'on retrouve ici. Et ce qui nous permettra d'en déduire le demi-grand axe de l'ellipse de Hohmann, c'est-à-dire l'ellipse de transfert, l'ellipse que suit la mission pour passer de la Terre à Mars, et bien ce demi-grand axe est ici. Et nous voyons que jusqu'au point P, plutôt entre le point P et le point A, il y a deux fois ce demi-grand axe petit a. Et il se trouve que cette distance de A à P n'est autre que R1 plus R2. Donc R1 plus R2 est égal à 2A. Donc petit a égale la moitié de R1 plus R2. En remplaçant R1 et R2 par leur valeur numérique que l'on garde en kilomètres, nous trouvons bien un demi-grand axe pour l'orbite de Hohmann de 1,89 10 puissance 8 km. On nous demande d'ici d'exprimer la durée ΔT. La durée ΔT, c'est la durée qui correspond au voyage sur cette trajectoire qui correspond à la demi-orbite de Hohmann, dont la période de révolution est appelée grand T, c'est-à-dire que grand T, c'est la durée qu'aurait parcouru la mission si elle avait décrit dans sa globalité cette orbite de Hohmann. ΔT est donc égal à la moitié de cette période de révolution. Grand T nous est donné à l'aide de la troisième loi de Kepler, qui nous dit que le rapport T carré sur A au cube, où A est le demi-grand axe de l'orbite de Hohmann, qui est ici, ce rapport est égal à 4 pi carré sur G fois la masse du corps attracteur, qui est ici le Soleil.
On isole t carré égale 4 pi carré sur g fois la masse du Soleil fois a au cube. On prend la racine carrée et nous trouvons 2pi racine de a au cube sur g fois la masse du Soleil. Et on en tire delta t en divisant l'expression précédente par 2. Ce qui fait pi fois racine de a au cube sur g fois la masse du Soleil. On vérifie maintenant l'homogénéité de la relation par une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire que nous allons remplacer les notations par les unités. Pi n'a pas d'unité, petit a étant mètre, donc ici mètre cube, grand G étant mètre cube kilogramme moins 1 seconde moins 2, et la masse du Soleil est en kilogrammes. Les masses au cube se simplifient, kilogramme moins 1 fois kilogramme se simplifie, il reste donc racine carrée de 1 sur seconde moins 2, c'est-à-dire racine carrée de seconde carrée, c'est-à-dire des secondes. La relation est bien homogène parce que delta t est bien homogène à une durée. Dans cette question, on nous demande de calculer la durée delta t à partir de la formule que nous avons établie précédemment. Il suffit donc de remplacer les valeurs numériques dans cette expression, petit a étant mètre et la masse étant kilogramme. Ce qui fait ceci. Et nous trouvons une valeur de delta t égale à 2,24 10 puissance 7 secondes. Nous pouvons laisser le résultat tel quel, mais il est plus astucieux de convertir cette durée dans une unité plus adaptée vu le nombre élevé de secondes. Nous allons diviser cette durée par 3600 secondes pour avoir le nombre d'heures correspondant. Et nous allons diviser à nouveau par 24 pour avoir le nombre de jours correspondant, ce qui fait ici environ 259 jours. On nous demande de commenter le résultat obtenu avec la durée de la mission qui nous est donnée dans l'énoncé. Effectivement, dans l'énoncé, on nous indique que le tir a eu lieu le samedi 26 novembre 2011 et la mission s'est posée sur Mars le 6 août 2012, ce qui représente environ 257 jours. Donc le résultat que nous avons calculé de 259 jours est très proche de 257 jours. Notre résultat est donc cohérent par rapport à la durée indiquée par l'énoncé. On souhaite déterminer dans cette question la valeur de l'angle alpha qui est repéré ici. Nous allons voir que pour connaître l'angle alpha, il suffit de connaître la valeur de l'angle bêta. Effectivement, la somme de ces deux angles, bêta plus alpha, est égale à 180 degrés. Alors, l'angle bêta, qui est ici, correspond à l'angle que décrit Mars depuis l'instant du départ de la station depuis la Terre jusqu'à l'instant d'arrivée de cette mission sur Mars. Et cette durée correspondant à l'angle bêta correspond à la durée calculée précédemment, c'est-à-dire 259 jours. Nous allons donc indiquer ces informations dans un tableau de proportionnalité où nous allons indiquer les angles décrits par Mars et à chaque fois la durée correspondante en jours. Donc ici, pour un angle bêta, la durée correspondante est de 259 jours. L'énoncé nous dit que Mars décrit sur sa trajectoire un angle de 360 degrés, c'est-à-dire décrit un tour complet de sa trajectoire en une durée de 1,88 années. Donc nous allons indiquer cette information dans le tableau. Donc pour un angle de 360 degrés, la durée correspondante est de 1,88 années, mais nous allons convertir auparavant cette durée en jours pour avoir la même unité dans la même colonne à chaque fois. Donc ici 1,88 années à multiplier par 365 pour avoir le nombre de jours correspondant, c'est-à-dire 686 jours. On pose le
produit en croix pour en déduire bêta. Donc ici, bêta est égal à 360 fois 259 divisé par 686, ce qui fait 136 degrés. Et finalement, on en tire alpha en retranchant ces 136 degrés à 180 degrés, comme nous l'avons dit précédemment, ce qui fait ici 44 degrés.